À la une ce soir. C'est préoccupant. Liberté d'expression, c'est correct d'un côté, mais il faut toujours s'assurer que les gens ne tombent pas dans du radicalisme. Une manifestation à caractère raciste à Shawinigan suscite un tollé. La Sûreté du Québec enquête. Le fait de dire les Blancs sont menacés, toutes les personnes non blanches seraient susceptibles finalement d'être objet de haine. Jeu gonflable emporté par le vent à La Salle. Plusieurs blessés, dont une fillette dans un état critique. Je savais qu'il y avait des enfants dedans. J'ai pas de parole. C'était comme un chaos. Un bilan de fin de saison positif pour le Canadien qui tentera de s'améliorer sans Brendan Gallagher. So thankful and so fortunate to spend as much time as I have here. I have plenty more to give. For me, I just need to find a new home. Il est 17h. Voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, une manifestation à caractère raciste tenue à Shawinigan samedi suscite une vague d'indignation à travers le Québec. On parle d'une vingtaine d'individus masqués qui, visiblement, veulent garder l'anonymat sur leur identité, mais pas sur leur message. Ils ont brandi une banderole avec un slogan faisant la promotion d'un Québec blanc. On a appris aussi que la Sûreté du Québec enquête pour incitation à la haine. La classe politique condamne de façon unanime. C'est ce qu'on va voir avec Laurence dans quelques minutes, mais d'abord sur le terrain en Mauricie. Samuel, est-ce qu'on sait d'abord qui sont les gens derrière cet événement? Rien n'a encore été confirmé par la Sûreté du Québec, mais selon les experts, il pourrait s'agir du groupuscule canadien anglophone d'extrême droite, les Second Son, fondé en 2024 et qui manifeste pour des concepts de pureté du sang et de préservation des traditions. Alors le groupe n'a pas revendiqué l'événement sur les réseaux sociaux, mais le modus operandi, les accoutrements avec notamment ces cagoules blanches très visibles, ainsi que les revendications et même les symboles sur certains drapeaux, tout porte à croire qu'il s'agirait bien d'eux. Mais que faisait un groupe d'extrême droite anglophone à Shawinigan? Parce qu'habituellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les groupes d'extrême droite québécois, eh bien, ils sont plus affiliés au mouvement européen, notamment avec le Front National du côté de la France, tandis que du côté du Canada anglophone, eh bien, on est plus près des États-Unis. Et donc, s'il s'avère que c'était bien les Second Son à Shawinigan, la situation pourrait être encore plus préoccupante qu'il n'y paraît, selon les experts. Par la force des choses, disons que le nationalisme québécois avait tendance à s'exprimer un peu en opposition au Canada anglais. Mais là, ce qu'on voit avec un événement comme ce week-end là, à Shawinigan, c'est le Canada anglais qui tend une perche, d'une certaine façon, aux Québécois, au réseau québécois. Et Samuel, plusieurs se questionnent maintenant sur la légalité d'une telle manifestation, là. Effectivement, et c'est là qu'il y a une zone d'ombre parce que du côté de cette banderole où il était indiqué « Je me souviens d'un Québec blanc », alors au Canada, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental, mais qui s'arrête juridiquement au discours haineux. Et quand on parle d'incitation à la haine envers des groupes précis, c'est parfois compliqué de prouver légalement qu'il y avait bien l'intention de nuire envers ces groupes-là. En l'occurrence, « Je me souviens d'un Québec blanc », eh bien le message, il est assez clair, mais malgré tout, ça pourrait laisser place à l'interprétation parce qu'il faudrait être capable de prouver hors de tout doute raisonnable devant les tribunaux qu'il s'agissait bel et bien d'une attaque. Mais il y a tout de même des nuances, comme l'explique cette sociologue spécialisée en liberté d'expression. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de groupe ciblé, c'est-à-dire d'ennemis ciblés, entre guillemets, mais le fait de dire les Blancs sont menacés, etc., il faut protéger les Blancs, mais ça fait en sorte que tout ce qui est non-blanc dans la société, toutes les personnes non-blanches, seraient susceptibles finalement d'être objet de haine. Mais si légalement le doute survient du côté de la véracité historique, les historiens sont clairs, il n'y a jamais eu ce fameux Québec blanc dont parlent les manifestants. Merci beaucoup, Samuel. Je me tourne maintenant vers Laurence à Québec parce que, Laurence, la classe politique a fermement dénoncé ce rassemblement-là. Oui, à commencer par la première ministre Christine Fréchette qui s'est dit profondément préoccupée. Elle écrit sur son réseau social X, je la cite, « De tels propos sont inacceptables et n'ont pas leur place dans notre société. Ce n'est pas le Québec que nous sommes et que nous voulons. Nous ne devons jamais banaliser ni tolérer ce genre de comportement. » Et tous les chefs des partis représentés ici à l'Assemblée nationale ont également commenté. Il y a Charles Milliard qui parle d'un rassemblement horrible, Sol Zanetti d'une manifestation
manifestations haineuses, lâches, racistes. Ça a même fait réagir du côté fédéral, là, notamment le député de la région, là, François-Philippe Champagne, également le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Et ici, à Québec, là, il y a également le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, qui vient tout juste de réagir. Bien, c'est préoccupant. C'est préoccupant. C'est clairement pas le message que les Québécois pensent. Les Québécois ne sont pas comme ça. Mais encore là, petit groupe, je fais attention. Je n'ai pas les détails. Je ne sais pas nécessairement ce qui s'est dit. Je sais que la police va avoir ça à l'œil pour voir ce qui s'est fait. Liberté d'expression, c'est correct d'un côté, mais il faut toujours s'assurer que les gens ne tombent pas dans du radicalisme. Sur un autre sujet maintenant, Laurence, on sent que les élections approchent et le prix du panier d'épicerie sera certainement, encore une fois, il fera partie donc des enjeux principaux dans cette campagne. Certainement. Il y a le Parti québécois aujourd'hui qui a annoncé vouloir déposer un projet de loi à ce sujet-là. Par contre, considérant qu'il reste à peine quelques jours là, de travaux parlementaires avant la fin, avant les élections même, on peut considérer que c'est plus un engagement électoral, là, parce que ce qu'on nous dit, c'est que sur le terrain, c'est vraiment ce qui préoccupe les gens, là, ce prix du panier d'épicerie. C'est un cheval de bataille aussi qui a été adopté là, par tous les autres partis. Mais le PQ dit vouloir, d'une part, avec ce projet de loi-là, améliorer la concurrence dans le milieu alimentaire, là, par exemple en attirant des chaînes européennes. Mais on veut aussi plus de transparence dans les rayons en interdisant là, notamment la tarification dynamique dans les épiceries, c'est-à-dire que le prix soit ajusté en fonction de l'achalandage ou des stocks. C'est également une proposition qui avait été faite par Québec solidaire là, en mars dernier. Mais pour le PQ, il faut agir parce que c'est quelque chose qui s'est déjà vu, là, cette tarification dynamique ailleurs. Il faut agir avant que ça arrive ici. Là. Si ça n'arrive pas, c'est tant mieux, mais on va s'assurer que ça n'arrive pas au Québec parce que c'est bien la dernière chose dont on a besoin, d'avoir un manque de transparence comme ça pour les consommateurs qui pourrait avoir un impact sur le coût de leur panier d'épicerie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la chaîne d'approvisionnement. Pour toutes sortes de raisons, les prix ont augmenté de façon importante. Prix de l'énergie, prix du carburant, tout ça a un impact sur le coût du panier. Et Laurence, il faut parler aussi des consultations sur le projet de loi Gabi-Renault qui ont commencé cet après-midi. Oui, ce projet de loi là, qui vise à permettre d'avoir accès aux informations détenues par les policiers pour se protéger contre un partenaire intime violent. Donc, avec ces consultations, là, on veut s'assurer que le projet de loi corresponde là, aux besoins, aux réalités du terrain. On veut identifier comment cette loi-là pourrait là, concrètement là, se déployer sur le terrain, justement. Alors, aujourd'hui, c'est la SQ, le service de police de la Ville de Québec, l'Association des directeurs de police aussi qui sont entendus. Et ça se poursuit demain. On entendra notamment des centres d'hébergement pour femmes. Oui, bien important de les entendre. Merci beaucoup, Laurence. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur Crave. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans le discours de la première ministre aujourd'hui. Je me fais un peu la porte-parole de Montréal. Je pense qu'on s'attend quand même à quelque chose de plus concret. On vient de l'entendre, la mairesse de Montréal qui ne semble pas trop convaincue par le discours de la première ministre aujourd'hui, Christine Fréchette, qui est en mode séduction là, auprès des gens d'affaires de la métropole. Et Étienne, qu'est-ce qu'elle a justement à leur proposer, Mme Fréchette? Bien, c'est ça l'affaire. C'était assez mince aujourd'hui, la mairesse qui disait qu'il n'y avait rien de nouveau. En tout cas, Mme Fréchette, elle disait qu'elle en avait beaucoup à proposer, qu'elle va se battre pour la communauté d'affaires, notamment pour avoir cette banque d'investissement de la défense là, dont on a beaucoup parlé dans les derniers jours. Elle a rappelé qu'elle avait réouvert le PEC là, et annulé un peu ça pour les 2 prochaines années. Elle leur a dit également qu'elle allait les encourager à acheter davantage québécois et que le gouvernement allait donner l'exemple et que ça aiderait ces entreprises-là qui sont dans la métropole. Puis elle a dit qu'il faut arrêter aussi d'avoir ce combat entre région et métropole. C'était un peu son message aujourd'hui. On peut l'écouter. Trop longtemps, je trouve qu'on a opposé la métropole aux régions, puis les régions à la métropole. Et pour moi, là, c'est clair. Le Québec a besoin du dynamisme de Montréal, puis a besoin de la vitalité de ces régions. Ces dernières années, les relations entre Montréal et le gouvernement du Québec n'ont pas toujours été faciles. Et maintenant, c'est le temps de reconnecter.
Bon, on va voir s'il y aura vraiment reconnexion. Il y a aussi été question, Étienne, de l'agrandissement du Palais des Congrès. Bien, exactement. Donc, aujourd'hui, annonce selon le gouvernement, mais ce qu'on nous a annoncé, en fait, c'est une étude de faisabilité sur l'ajout de 13 000 pieds carrés, donc, à ce Palais des Congrès pour le rendre plus compétitif. Il y a plein d'autres villes qui en ont des plus gros et ça y attire donc plus d'événements. Ouais. Mais justement, est-ce que Mme la mairesse était convaincue? Encore une fois, pas tant que ça. Bien, est-ce que je suis contente de savoir que ça avance? Mais on me dit que ça avance depuis plusieurs décennies. Puis pendant ce temps-là, bien, il y a d'autres villes qui, elles, ne font pas juste avancer, qui concrétisent des projets vraiment réels et structurants. Nous avons juste à penser à la ville de Calgary. Mais c'est sûr que nous, on s'attend, comme Montréalais, à avoir des engagements beaucoup plus concrets dans le cadre de la campagne qui s'en vient, notamment sur le transport, sur le logement, l'itinérance, etc. La mairesse et la première ministre, Étienne, s'entendent au moins sur une chose, sur le dossier des infrastructures. Et il faut en faire beaucoup plus, investir davantage. Il y aura un plan qui va être dévoilé par le gouvernement québécois. Bientôt, nous dit-on. Ça va être Éric Girard qui va le piloter. Mais aujourd'hui, Mme Fréchette a dit on veut couper moins de rubans et s'occuper davantage de nos vieilles routes et de nos vieilles infrastructures. Ouais. Donc, ça va être... mais ça va être ça la priorité, dit-elle. Merci, Étienne. À bientôt. On va aller faire un tour au Moyen-Orient maintenant. Les relations entre Israël et le Liban se sont enflammées aujourd'hui. C'est que le pays hébreu a menacé d'attaquer la banlieue sud de Beyrouth. Mais Sabrina, le président américain, a dit qu'il va y avoir un apaisement des tensions. Oh, voilà, tout ça, ça survient à la veille de négociations à Washington entre les deux pays. Donc, Donald Trump aujourd'hui a affirmé qu'il a parlé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et il a dit également sur Truth Social, aucune troupe ne va se rendre à Beyrouth et celles qui étaient en route ont déjà été renvoyées. De même, par l'intermédiaire de représentants de Orange, il y a eu un entretien très positif avec le Hezbollah qui a accepté que tous les combats cessent, qu'Israël ne les attaque pas et qu'il n'attaque pas donc Israël. Bien sûr, tout ça, c'est en raison d'une déclaration qu'avait réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. On va l'écouter. יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחיה, יישארו מחוץ לתחום. Bon, et on peut comprendre que ça a été la panique générale relativement rapidement là, du côté du Liban du Sud. Donc, plus tôt aujourd'hui, on voyait donc des familles quitter des quartiers au sud de Beyrouth à la suite donc des menaces, des attaques israéliennes. Israël qui avait demandé en fait aux citoyens en fait de quitter en fait la banlieue en raison justement de ces attaques. Et la réponse de l'Iran en fait ne s'est pas fait attendre. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution iranienne ont menacé de frapper en fait dans le nord d'Israël si l'armée israélienne poursuivait ces attaques dans le sud du Liban. Et bien sûr, l'ONU s'est dit très inquiète de la situation et a demandé que le cessez-le-feu soit respecté. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives. Sabrina, j'ai vraiment l'impression qu'on se répète, mais il y a encore l'incertitude concernant les négociations entre Téhéran et Washington. Oui, bien là, c'est en raison des menaces, en fait, qui ont été perpétrées par Israël un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et là, c'est-à-dire que, bon, il y a une agence de presse qui a dit que Téhéran avait suspendu les négociations avec Washington parce que l'Iran ne souhaitait pas, en fait, qu'Israël attaque le sud du Liban. Donc, bien sûr, cette situation-là, ça a eu des répercussions au niveau des négociations entre Washington et l'Iran. Mais tout de même, quand même, il y a le président américain aujourd'hui qui a contredit ces propos-là, donc qui nous provenaient de l'agence de presse iranienne. Il a assuré que de son côté, bien, les discussions continuent à un rythme assez quand même rapide avec l'Iran. Donc encore une fois aujourd'hui, Marie-Christine, il y a vraiment eu des hauts et des bas pour ce qui est de ces négociations avec l'Iran. Mais chose certaine, d'un côté, on nous dit c'est stoppé et de l'autre, on nous dit que ça va très, très bien, très rapidement selon Donald Trump. C'est jamais très, très clair ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. On revient chez nous maintenant. Je vous parle d'un propriétaire accusé de négligence par le tribunal administratif du logement qui refuse toujours de rénover ses appartements insalubres. Il avait pourtant un délai d'1 mois suivant un jugement qui était en février pour entamer les démarches. Une mère et sa fille attendent encore de l'argent et les travaux promis. Reportage, Lily Mercure. Il n'y a pas de ligne qui n'est pas touché. Ce logement de Salaberry de Valleyfield se dégrade à vue d'œil. Nouveau Info s'était rendu ici en février dernier. Le propriétaire Denis Bourbonnais avait été condamné par le tribunal administratif du logement pour négligence et devait dédommager ses locataires pour dommages moraux. Sur les 35 000 $ dus, 13 000 ont été payés pour l'instant. Selon le jugement du TAL, il se devait aussi de faire des réparations urgentes, mais rien n'a été fait.
Ça, c'est ma chambre. Là, j'ai de la moisissure partout dans le plafond. Des infiltrations d'eau dans la toiture, j'ai de l'amiante, beaucoup de moisissure. On a de la vermine dans les murs, les plafonds. Dans la chambre à mon garçon, la trappe du grenier, c'est bourré de moisissure. Parce que vous ressentez là, les effets. Là. C'est fatigue constante, étourdi, la toux, on mouche. La mère de cette locataire occupe le logement d'en dessous. Son appartement est aussi dans un piteux état. On voudrait bien partir, mais si on part de nous autres mêmes, on perd tous nos droits. Il ne veut pas y faire les travaux. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il veut le vendre. En avril dernier, les avocats de la mère et de la fille ont mis en demeure le propriétaire pour qu'il effectue les travaux ordonnés par le TAL de façon urgente. La ville de Salaberry de Valleyfield avait fait une inspection en 2022, avait demandé aux locataires de faire une analyse de la qualité de l'air, ce qu'il a fait faire en novembre 2022. Il n'avait pas transmis le rapport à la ville. Et c'est seulement lors d'une audience au tribunal administratif du logement en 2025 que finalement, ce rapport-là va être soumis en preuve par le locataire et ce rapport déterminait qu'il y avait une contamination fongique des 2 logements. Même chose par rapport à l'amiante, il est au courant depuis fort longtemps de la présence d'amiante et en plus, en 2023, on a obtenu une preuve comme quoi il y avait une contamination à l'amiante. Ça lui a été transmis et il n'y a eu aucune action non plus. Joué par téléphone, le propriétaire assure avoir une offre d'achat sur son duplex. Est-ce que vous aviez un échéancier en tête pour réaliser les travaux? Bon, ça va être bientôt. Là, je règle ça. J'ai un acheteur. C'est l'acheteur qui va faire les travaux. OK, vous avez une offre concrète sur la table? Ça va aller dans les prochaines heures, justement. OK, dans les prochaines... J'attends des nouvelles de mon avocat. Le conjoint de la septuagénaire qui est décédé aujourd'hui avait même un avis médical pour lui indiquer de quitter les lieux, étant donné qu'il était immunosupprimé en raison de ses traitements contre le cancer. Moi, je suis plus capable. Je suis épuisé. J'ai mon deuil à vivre à travers ça. Le propriétaire n'aurait pas non plus prévu d'indemnité pour relocaliser ses locataires, le temps de faire les travaux qui sont ordonnés par le TAL. À Salaberry de Valleyfield, Lily Mercure pour Nouveau Info. Les employés de Poste Canada ont un nouveau contrat de travail. Les 55 000 syndiqués ont entériné à 85 % les termes des ententes avec la direction, ce qui met fin à 2 ans de conflit. Les salaires, donc, et les changements de structure entourant, vous savez, le service qui était au cœur du litige. La Société d'État est en difficulté financière avec des pertes de 205 millions de dollars depuis le début de l'année. Donc, les conventions collectives seront en vigueur jusqu'en janvier 2029. Maintenant, je vous parle du parc du Mont-Royal qui a 150 ans et qui a été conçu par l'architecte paysagiste Frédéric Olmsted, celui-là même qui a dessiné Central Park à New York. Les festivités donc incluent un concert de l'Orchestre symphonique cet été, un parcours lumineux à l'automne et une séance de patinage avec les joueuses de la Victoire cet hiver. Au retour dans un mois, c'est la grande journée des déménagements et pour ceux qui sont encore en recherche, la crise du logement est bien réelle. Xavier qui nous parle depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fanny est en Estrie. Mais d'abord, je commence avec toi, Frédéric, en Mauricie, parce que plusieurs ménages pourraient se retrouver à la rue dès le 1er juillet. Là. Seulement à Trois-Rivières, 23 ménages sont présentement en hébergement d'urgence et 26 autres ménages pourraient se retrouver sans logement le 1er juillet. Ces chiffres sont similaires à l'an dernier à pareille date. Ce qui a vraiment changé, c'est le taux d'inoccupation. En fait, il a grimpé. Il est passé de 0,9 % à 2,7 % à Trois-Rivières. En fait, il faut savoir qu'en 2025, Trois-Rivières a atteint un record de construction de logements. Ce sont plus de 1700 unités qui ont été ajoutées sur le marché. Mais malgré cette hausse de l'offre, l'Office municipal d'habitation souligne que le coût trop élevé des nouveaux logements complique la recherche la recherche d'un nouveau toit. Cette problématique est la même du côté de Saguenay et de Sherbrooke.
La construction s'est faite dans les dernières années à Trois-Rivières, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Toutefois, la crise du logement, dans le fond, est devenue davantage une crise d'abordabilité. Donc, le défi pour nos équipes, c'est de trouver le logement qui répond à la capacité de payer là, des personnes qui s'adressent à nous. Il y a plus de logements, mais ils ne sont pas abordables. Vraiment pas. Là, la plupart sont 1 000 $ et plus. Les gens n'ont pas les moyens pour ça. Fait que c'est stressant. L'an dernier, ce sont 85 ménages qui se sont retrouvés sans logement au lendemain du 1er juillet. Merci, Frédéric. Maintenant, Fanny à Granby, un cas de rage chez une chauve-souris qui a été confirmé dans les derniers jours. Oui, la rage, maladie qui est mortelle pour l'humain. Alors, le cas qui a été recensé le 26 mai dernier au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin à Granby. La santé publique nous dit que pour l'instant, il n'y a pas d'humains qui ont été en contact à risque avec la bête, mais demande quand même aux gens, si vous vous êtes promené dans ce secteur-là, que vous êtes entré en contact avec une chauve-souris, vous devez immédiatement appeler Info Santé parce qu'il faut agir avant d'avoir des symptômes. Une fois que les symptômes sont là, il est trop tard pour guérir la rage. Il faut vraiment éviter tout contact avec les animaux sauvages. C'est le meilleur conseil qui demeure parce qu'en ce moment, on a une épidémie de rage du raton laveur dans la région, ici en Estrie et en Montérégie. Mais malgré ça, le ministère de l'Environnement n'est pas inquiété outre mesure par ce premier cas chez une chauve-souris. Pas d'intervention de contrôle de la rage chez les chauves-souris comme on le fait actuellement là, pour la rage du raton laveur. C'est différent, comme je mentionnais. Au niveau de la rage à chauve-souris, c'est que c'est endémique. C'est présent naturellement un peu partout chez les chauves-souris dans la province. C'est un animal, un mammifère qui vole, donc c'est pas... Puis ça fait pas des foyers de rage avec plusieurs cas dans un même secteur. Donc, il n'y a pas de moyen non plus de vaccination, d'intervention. Donc, tu sais, il n'y a pas rien à faire en prévention. C'est normal de trouver des cas ici et là. Puis en milieu naturel, c'est moins de 1 % des chauves-souris qui sont infectées. Alors, le ministère qui rappelle qu'il est interdit en ce moment de déplacer les animaux sauvages sur le territoire. C'est à cause du fil à retordre vraiment aux équipes. Merci, Fanny. On va aller faire un tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean maintenant, Xavier, parce que la saison de la pêche est ouverte. Oui, et 2 de nos collègues aujourd'hui ont eu la chance de se rendre sur le lac Saint-Jean à cette ouverture de la saison de pêche et d'accompagner des animateurs de l'émission Road Fish pour aller pêcher aujourd'hui le doré et le brochet pour une toute première fois cette saison. Ils se sont également attaqués à la Wananiche, mais cette pêche-là est déjà ouverte depuis quelques semaines. Et les animateurs de Road Fish en ont profité pour rappeler l'importance de nettoyer les bateaux après chaque journée de pêche parce que sinon, il peut y avoir de la contamination dans les eaux. C'est pas encore obligatoire, mais ça devrait. Parce que qu'est-ce qui est important souvent, là, c'est qu'on se promène de plusieurs plans d'eau avec la même embarcation. Puis une espèce envahissante peut être sur le bateau, peut être dans le vivier, puis peut survivre quand même plusieurs jours dans l'embarcation. Quand on arrive ici, le pourquoi, c'est vraiment pour éviter qu'une espèce d'envahissante qui soit sur un autre plan d'eau se ramasse ici. Malheureusement, ça va arriver un jour, ça n'a quasiment pas le choix. C'est pas si, mais quand. Donc, plus on peut retarder ce phénomène-là, puis plus on peut faire attention, bien mieux c'est. Si tout le monde y met du sien, on peut s'attendre à avoir encore de très belles saisons de pêche dans les années à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si beau, surtout s'il fait vraiment beau comme aujourd'hui. Merci, Xavier. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Québec déclenche une enquête administrative sur la police de Longueuil en lien avec la mort du jeune Noran Rezaï. Le visage du président Trump est omniprésent sur les édifices fédéraux. Analyse de notre chroniqueur Yves Boisvert. Et nouvelle supplémentaire pour Céline à Paris. Les détails avec Alex Perron dans quelques minutes. Mais d'abord, ce qui devait être une agréable fête communautaire à la salle s'est transformé en cauchemar. 11 personnes blessées lorsqu'un jeu gonflable a été emporté par de violentes rafales de vent. Et parmi les victimes, plusieurs enfants. Alicia, il y a même une fillette de 3 ans qui est toujours dans un état critique. Oui, Marie-Christine, toujours dans un état critique parce que la fillette aurait été dans le jeu gonflable quand il a été projeté dans les airs. Je me trouve présentement là, dans le parc où l'événement s'est déroulé. On peut voir même derrière moi le jeu gonflable qui a été entouré par un périmètre de sécurité. La fillette a maintenant été transportée à l'hôpital de Montréal pour enfants pour soigner ses blessures. Il y a également un autre enfant et 4 adultes qui ont été aussi transportés à l'hôpital. Et je me suis entretenue plus tôt avec Urgence Santé pour avoir un petit peu plus de détails sur la situation.
Rapidement, on avait mis plusieurs véhicules en route. On a déployé plus de 15 personnes, là, des paramédics, des gestionnaires, des soins avancés pour répondre rapidement à l'événement. Parce que selon nos informations, comme mentionné tantôt, on avait plusieurs personnes d'impliquées. J'ai pu aussi parler avec une voisine là, qui a vu l'événement directement de sa fenêtre. Elle a vu le jeu gonflable être projeté dans les airs à plus de 30 pieds. Elle a entendu des enfants qui criaient, des parents aussi qui étaient paniqués. Elle s'est rendue sur place directement pour voir la situation, une situation qu'elle a qualifiée d'une vraie terreur. Elle ne souhaitait pas être identifiée. Par contre, j'ai pu quand même m'entretenir avec une bénévole d'un club d'âge d'or qui était présente aussi aux événements hier soir. Moi, j'étais choquée parce que je savais qu'il y avait des enfants dedans. Et puis, mon Dieu, j'ai pas de paroles. C'était comme un chaos. J'espère que l'autre enfant qui est en critical condition, il va voir un miracle pour elle. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Alicia, sur la compagnie qui a loué les jeux gonflables? Bon, on n'a pas de confirmation pour l'instant de qui serait cette compagnie-là. Par contre, une source à l'arrondissement de la ville de La Salle m'a dit qu'une demande conforme avait été faite là, par l'organisation des célébrations avant l'événement pour avoir des jeux gonflables et que les installations auraient été faites aussi en bonne et due forme. Et parlant de la ville, la mairesse de La Salle, Nancy Blanchet, a fait une publication Facebook pour donner toutes ses condoléances aux familles. Elle pourra aussi s'entretenir sur le sujet ce soir pendant l'ouverture de la séance du conseil d'arrondissement. Merci, Alicia. L'affaire Nourhan Rezaï rebondit dans l'actualité aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est un jeune de 15 ans abattu par un policier de Longueuil en septembre 2025. La ministre de la Sécurité intérieure a annoncé le déclenchement d'une enquête administrative contre le service de police de l'agglomération de Longueuil. C'est la mairesse Catherine Fournier qui en avait fait la demande. Ça fait 6 mois maintenant. On va écouter d'abord l'avocat de la famille de Nourhan Rezaï qui réclame, je vous le rappelle, près de 1,5 million de dollars à la ville et 750 000 aux policiers impliqués dans l'intervention. La police n'est pas au-dessus des lois. La police applique les lois. Elle doit les respecter quand elle est en cause. Je veux dire, c'est la base. Donc, s'il y a des manquements, et il semble en avoir, mais on va laisser l'enquête faire son chemin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des sanctions? Donc, c'est pas... oui, pour la famille, ils attendent avec impatience l'annonce de cette enquête-là, mais c'est aussi, de manière plus générale, la crédibilité du système, la crédibilité du BEI. En analyse, maintenant, je retrouve notre collaborateur aux affaires policières, Yannick Dion. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, c'est quand même rare hein, qu'un maire ou une mairesse demande une enquête sur son propre corps de police. Ouais, c'est pas habituel, mais dans un cas exceptionnel, c'est quelque chose qui peut quand même arriver. Il faut comprendre que la loi de police, l'article 179, permet au ministre de la Sécurité intérieure de déclencher une enquête sur tout corps policier s'il croit que des allégations on doit faire la lumière sur certaines allégations. Donc, dans ce cas-ci, la mairesse veut s'assurer de la transparence de son service de police et a demandé au ministre de faire enquête. Est-ce qu'il y a une méconnaissance, selon toi, encore aujourd'hui, des règles quand un BEI doit être déclenché? Je ne crois pas. Écoutez, le BEI a été fondé en 2013. Ça fait quand même 13 ans que le BEI existe. Dans la formation policière, c'est quelque chose qui est assez clair. Les règles de déclenchement d'un BEI, l'ensemble des policiers connaissent en général les règles à ce niveau-là. Donc, évidemment, toute règle doit être renforcée tout le temps. On doit faire de la sensibilisation, on doit rappeler les règles, faire de la formation continue. Mais c'est quand même des choses qui sont... Oui. Commune. Parce qu'ici, on parle de délais trop longs. On parle également de nombreux témoins rencontrés sur la scène. En quoi, Yannick, ça peut nuire à l'enquête du BEI? Il faut faire attention. Hein? Quand on parle de nuire à l'enquête, c'est sûr que quand on prend une déclaration, la première déclaration qu'on prend, c'est une version qui est pure, si on appelle. Donc, si on en prend une deuxième par la suite, le témoin peut être contaminé. Donc, ça, c'est un élément. Par contre, est-ce que ça peut mettre une enquête complète en péril? Je ne crois pas. Il faut se rappeler, dans un cas comme ça, qu'on doit analyser les gestes d'un policier ou de policiers
des gestes qui se déroulent sur quelques secondes, la prise de décision, puis par la suite, on doit analyser ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. Alors, il faut rester prudent dans tout ça, sur l'intention des gens, sur la perception des policiers, des intervenants. Il faut se rappeler qu'il y a un appel 911 qui parlait de présence d'armes à feu. Tant que c'est pas confirmé, il faut continuer à investiguer sur le terrain. Oui, parce que qu'est-ce qui prime? Sécuriser les environs ou tout arrêter pour laisser place au BAI? Le travail de la police, le premier mandat d'un policier, c'est d'assurer la sécurité de la vie puis de protéger la vie des citoyens. Alors, tant qu'on a de l'information qui nous laisse croire qu'il y a une menace qui est toujours active, assurément, même s'il y a eu un événement dans un quartier, il faut s'assurer de continuer nos démarches pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de menace évolutive, qu'il n'y a pas d'autres blessés potentiels ou d'autres gens qui pourraient être mis en cause. Donc, évidemment, c'est difficile de dire on arrête tout, on appelle le BAI puis on laisse l'enquête, mais il y a quand même une sécurisation là, du public à faire, puis il faut s'en assurer comme policier aussi. Là. C'est un autre des mandats que les policiers ont. Ça fera l'objet de l'enquête et je note également que le rapport d'enquête du BAI est maintenant entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. Merci beaucoup, Yannick. Merci, ça me fait plaisir. On revient maintenant sur ce rassemblement à Shawinigan où une vingtaine de personnes masquées tenaient une banderole avec l'inscription « Je me souviens d'un Québec blanc ». Ça fait énormément réagir, vous le comprendrez. On fait le point avec le spécialiste en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, David Morin. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, parlez-nous de ce groupe qu'on soupçonne être derrière cette manifestation. Oui, donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de revendication officielle, donc c'est vrai qu'il faut rester prudent, mais un certain nombre d'éléments, notamment le modus operandi, quelques drapeaux et logos présents, et puis les discussions sur les réseaux sociaux, laisseraient penser que c'est peut-être effectivement une action du groupe Second Sons Canada, même si celui-ci, comme je le disais, n'a pas encore revendiqué. Alors Second Sons Canada a été créé en 2024 par Jeremy Mackenzie, qui lui, on en avait entendu parler pendant le convoi de la liberté, il était un des organisateurs autoproclamés. Le mouvement s'en est quand même vite détaché parce qu'il était l'un des fondateurs aussi du groupe Diagolon, dont vous vous rappelez peut-être, qui avait donné lieu à des arrestations de la part de la GRC à Coutts. Donc pour faire une histoire courte, ce groupe-là, si vous voulez, créé en 2024, c'est en fait un réseau de groupes décentralisés qui s'entraînent sur le plan physique et surtout s'entraînent au combat. Jusque-là, vous me direz, il n'y a rien de bien problématique. Le seul fait, évidemment, c'est que ces groupes-là sont des groupes suprémacistes blancs qui défendent donc finalement le nationalisme blanc avec une idéologie souvent xénophobe, antisémite, anti-immigration, anti-minorité racisée, anti-LGBTQ+, etc. Et récemment, il y a quelques mois, le gouvernement du Canada, Sécurité publique Canada, avait rédigé un rapport qui a coulé dans les médias à l'effet qu'il y aurait une trentaine de groupes qui appartiennent à ce mouvement des Active Clubs, donc les clubs actifs, les clubs de sport, au Canada, pour environ 200 à l'échelle globale. Mais quelle lecture vous faites précisément de l'événement de cette fin de semaine, puis pourquoi Shawinigan? Alors pourquoi Shawinigan? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a plusieurs hypothèses. La première, évidemment, c'est que c'est plus facile de faire une opération comme ça rapide, puisque en fait, ils arrivent, ils déploient la banderole, ils prennent quelques images vidéo, parfois par drone, et puis ensuite ils repartent rapidement. Donc c'est plus facile de le faire peut-être dans un parc comme ça à Shawinigan que à Montréal, où évidemment il y aurait beaucoup plus d'exposition et peut-être beaucoup plus de réactions rapides. Une autre option, évidemment, est qu'ils ont choisi une région un peu écartée justement parce que il y aurait eu une espèce de, si vous voulez, dissonance cognitive entre le fait de s'attendre surtout pas à ce que ça arrive à Shawinigan. Il peut y avoir aussi le fait qu'ils avaient une ou deux personnes locales qui auraient désigné Shawinigan comme étant évidemment une ville potentielle. Mais ce que ça nous raconte comme histoire, évidemment, c'est que ça confirme la montée en puissance de l'extrémisme de droite au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, même si on savait déjà qu'aux États-Unis, elle était très forte. Le deuxième élément important, évidemment, c'est que vous avez des liens entre ces mouvements ici au Canada et aux États-Unis qui sont assez forts. Vous avez des membres de chacun des groupes qui se rencontrent, qui parfois font des entraînements ensemble, proposent des photos ensemble, etc. Donc, ça montre, si vous voulez, qu'effectivement, il y a un renforcement de ce mouvement-là ici. Bien intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.
Salut Yves. Salut Marie-Christine. Bien heureuse de te retrouver. Moi Toi aussi. Qui reviens bien sûr d'un périple aux États-Unis. Oui. Tu as passé pas mal de temps à Washington. Il faut dire que c'est une ville que tu connais beaucoup pour y avoir déjà passé pratiquement un an l'année passée. Mais tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de changements dans la ville. C'est très frappant, Marie-Christine, quand tu n'as pas mis les pieds là depuis un an. J'étais allé brièvement. Bon, d'abord, il y a toujours la garde nationale. Il y avait plusieurs membres de la garde nationale dans mon hôtel. Ils étaient assez jeunes pour être membres du Canadien. Ils n'ont pas l'air de faire grand-chose. Ça, ce qu'on voit en ce moment... Bon, les voici justement, Ça, ce sont tes photos personnelles. Oui, oui, c'est mes photos. Ça, ce qu'on voit en ce moment, Marie-Christine, c'est une photo de Donald Trump. C'est haut de 3 étages. Et c'est sur le département de la justice. Alors, c'est tout à fait... particulier pour la limite du pouvoir, quand même? Bien, exactement, parce que le département de la justice n'est pas là pour faire l'œuvre. C'est pas le cabinet d'avocats de Donald Trump. Eux autres, ce sont les procureurs qui défendent la Constitution et les lois et qui doivent avoir une distance avec le pouvoir politique. Mais pourquoi, d'abord, il tient à être aussi, à s'afficher ainsi dans la ville? Bien, c'est parce qu'il veut... Bon, d'abord, il y a plusieurs choses. La première chose, avant d'aller avec sa photo, c'est que la ville change. Il veut installer un immense arc de triomphe dans une partie de la ville. Il est en train de refaire une partie du mall. Ça, c'est la grande esplanade qu'il y a devant la Maison-Blanche, on va dire. Ça, ces travaux-là, c'est parce qu'il va y avoir un combat de UFC le 14 juin. Le 14 juin, c'est le jour du drapeau aux États-Unis. Mais ça tombe bien, c'est aussi l'anniversaire de Donald Trump qui va avoir 80 ans. Alors, sur son terrain, il installe cette estrade pour un combat extrême. Ça, c'est les clôtures qui ont été installées sur le Square Lafayette. Le Square Lafayette, c'est l'endroit où, traditionnellement, il y a des manifestations à Washington. Il peut y avoir des manifestations ailleurs, mais ça, c'est un endroit classique. Et pourquoi c'est là? Parce qu'on voit la Maison-Blanche de là, et si tu es dans la Maison-Blanche, tu vois les manifestants. Et ça, on sait que ça dérange Donald Trump. Alors, sous prétexte des travaux, il a clôturé tout ça. Donc, les manifestants sont obligés d'être sur le trottoir, sont plus loin quand ils peuvent être là. Et donc, il y a plein d'autres signes qui font en sorte qu'il veut laisser son empreinte. Il veut avoir un billet de banque avec son visage dessus de son vivant. C'est jamais arrivé. Et tout ça fait que cette ville-là est en train de changer sous nos yeux au moment où on se parle. Elle prend davantage les couleurs du président Trump. Trump City. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour tes photos de voyage. Oui, c'est mes diapositives. À demain. Merci, à demain. Il y a de l'espoir pour ceux qui voulaient aller voir Céline à Paris. Restez là pour les détails. À tout de suite. Bon lundi sous le soleil, Marie-Christine. Merci, ça fait du bien. Effectivement, un peu de soleil. Parle-moi de rivalité passionnée qui a fait fureur au prix Écran canadien à Toronto. Exactement. C'était hier soir le gala des prix Écran canadien. Et effectivement, rivalité passionnée, notre série de Crave sur ces 2 joueurs de hockey qui tombent en amour a fait fureur. 16 prix au total. Le prix du public, meilleure série dramatique, et celui qu'on voit, Hudson Williams, qui a remporté le prix du meilleur acteur. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi Connor Story, donc son partenaire à l'écran, n'était pas en nomination, la raison est bien simple, c'est que c'est un acteur américain et seulement les Canadiens ont le droit de participer au prix Écran canadien. Et d'ailleurs, la série, elle, ne pourra pas être en nomination aux Emmys américains, même si ils ont été présentés aux États-Unis, parce que c'est une série canadienne. C'est bien quand tu réponds à toutes nos questions comme ça. Ça fait plaisir. Celle qu'on voit, c'est Sophie Nélis, qui a aussi remporté un prix pour Rivalité passionnée, meilleur second rôle féminin, mais aussi le prix Radius qu'on remet à une personnalité qui fait rayonner le Canada à l'international. Donc, c'est elle qui l'a emporté. Bien belle soirée de remise de prix. Maintenant, il y a 2 films réalisés par des YouTubeurs qui connaissent tout un succès au box-office. Ouais, gros week-end. C'est rare que 2 films d'horreur se retrouvent dans les premières positions. Alors, ce qu'on voit, c'est Backroom qui est en première position. C'est arrivé en fin de semaine. Un budget de seulement 10 millions pour déjà 118 millions de recettes. Et en deuxième position, c'est Obsession qui était là en première position dans les 2 dernières semaines. Un budget de 750
150 000, ils sont rendus à 148 000. Ce qui est étonnant aussi, c'est que ces deux films-là sont produits par les mêmes boîtes de production A24 et Blumhouse. Et tu l'as dit, ces deux jeunes dans vingtaine, deux YouTubers, Kane Pearson et Curry Barker, qui se retrouvent là. Donc, je pense que ça va donner une leçon aux grandes boîtes de production en se disant que peut-être faut aller un peu fouiller, voir ce qui se passe sur YouTube, parce qu'il y a des jeunes loups qui sont bien affamés puis qui ont envie de faire des films. Et Céline Dion qui va prolonger son séjour à Paris. Ah, et quoi, ça faisait un petit bout qu'on avait parlé de notre Céline. Alors, effectivement, elle ajoute 10 nouvelles dates. Donc, ce sera entre le 8 et le 29 mai. Mais toujours à Paris. Oui, mais en 2027, toujours à la Défense Arena. Bon, bien sûr, on dit, hein, l'engouement est encore là, bien sûr. Donc, on propose 10 nouvelles dates. Il faut savoir que les billets seront en prévente dans quelques jours. Il y aura, comme la dernière fois, une prévente d'abord pour ceux qui se seront inscrits, mais on ne peut plus s'inscrire. Les gens qui vont avoir droit à ces nouveaux billets-là, c'est déjà ceux qui sont inscrits. Okay. Il y aura une certaine sélection, il y aura des billets limités aussi, et ensuite, il y aura la vente générale. Mais je sens que ça... On va quasiment faire un segment juste sur le processus. Mais ça va être encore la catastrophe comme la dernière fois. À demain. À demain. Bye-bye. Les sports au retour. Yannick, Andréane, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de choses au menu ce soir. Commençons par le bilan de saison positif chez le Canadien. Oui, plus de positifs que de négatifs avec une campagne en saison régulière de 106 points, une élimination en finale de l'Est, l'éclosion de plusieurs joueurs. Alors, le travail n'est quand même pas terminé. On peut écouter Kent Hughes suivi de Cole Caulfield. Il y a beaucoup de positifs de prendre de cette année. C'est sûr, au niveau de l'équipe et au niveau des efforts individuels aussi. C'est sûr, c'est pas facile de perdre de la manière qu'on a perdu contre Caroline. On sait que moi puis Jeff puis l'équipe de gestion, on a du travail à faire encore pour ajouter à notre équipe. Honestly, I sucked. Like, that's just plain and simple. I want to be a lot better. I expect a lot more out of myself and my teammates and coaches do too. So, I think there's a lot more out there. Il faut aussi parler de Brendan Gallagher qui était émotif quand il a rencontré les journalistes. Tout à fait. Un vétéran de 14 saisons avec le Canadien, mais il a ralenti, n'a disputé que 3 matchs des séries éliminatoires, a fondu en larmes littéralement lors de son point de presse et il a même annoncé qu'il quitterait le Canadien, un départ qui ne se fait pas sans peine. You know, it's an opportunity that not a lot of players get in this league. I've got it to do it for 14 years now, and it's not lost on me, how special it was to call the Bell Center home. It's pretty clear. I'll be kind of moving on here, but, incredibly, c'est triste. Une tâche d'histoire qui tourne, oui, vraiment. Pour le gardien, maintenant, Samuel Montembeault, ça n'a pas été une saison facile. Est-ce qu'il y avait des explications? Bien, il y a admis qu'il s'était mis trop de pression sur les épaules en début de saison, notamment avec les Jeux olympiques auxquels il espérait participer. Et puis, ça a amené à un manque de constance. Il avait peur, il jouait en fond avec la peur d'accorder des buts. Et ça a amené finalement au ménage à 3. Donc, pas une situation évidente pour lui. Et malgré tout, il est demeuré un coéquipier exceptionnel et on le sentait quand même serein face à la situation aujourd'hui. C'est encore un an de contrat, c'est pas moi qui prends les décisions. Donc, moi, ce qui est important pour moi maintenant, c'est d'avoir une bonne été puis d'être prêt pour la saison prochaine. Puis on verra ce qui arrive en temps et lieu. Bon, beau résumé tout ça pour le hockey. Maintenant, tennis, beau parcours de Félix Auger-Aliassime qui se poursuit à Roland-Garros. Tout à fait. Première présence en quart de finale à ce tournoi du Grand Chelem pour Félix Auger-Aliassime. Il va affronter Flavio Cobolli. Et on va écouter ce qu'il a dit au public parisien après sa victoire. Je sais qu'il n'y a plus de Français dans le tournoi, mais je vais devoir compter sur votre support jusqu'à la fin pour essayer d'aller au bout, d'essayer d'être en finale dimanche. Donc, merci à tous pour votre support. Et chez les dames, Marie-Christine, une joueuse avec un nom de famille prédestiné, Diane Paris, a perdu son match en France. Elle a perdu son pari. OK, bye. Elle a perdu son pari. Tout à fait. Salut. Salut, bye. Bravo. Bye. Les Sullivan ou O'Sullivan forment une grande famille. Près de 2000 personnes qui portent ce nom se sont rassemblées en Irlande ce week-end. C'est un nouveau record mondial. Les Gallagher détenaient le record depuis 2007. Il y aurait plus de 50 000 personnes dans le monde qui portent ce patronyme. Donc, Sullivan, selon une base de données généalogique britannique, la majeure partie vit aux États-Unis.
On devrait faire un rassemblement de Tremblay au Lac-Saint-Jean, c'est sûr. Il y aurait bien du monde. Michel, ce soir, les débatteurs vont revenir sur cette manifestation qui s'est tenue samedi à Shawinigan. Une vingtaine de personnes qui ont tenu une banderole dans un parc évoquant le Québec blanc. On parle de messages racistes. L'événement a duré quelques minutes, mais ça a suscité une grande vague d'indignation, entre autres de la part de la classe politique. Mais au-delà de ça, ça ramène la question, est-ce qu'on devrait encadrer davantage les groupes extrémistes. Certains réclament des lois plus sévères, mais d'autres disent attention, il y a toute la question de la liberté d'expression, jusqu'où on va, mais en même temps, il ne faut pas inciter à la haine. Bref, est-ce qu'on doit adopter des lois plus strictes contre les groupes extrémistes? C'est la question du débat qu'on vous présente à 22h30. Ça serait intéressant aussi de suivre l'enquête policière. S'il y aura des accusations d'incitation à la haine. Il faut trouver c'est qui qui sont derrière ça. Oui, et le confirmer. Merci beaucoup, Michel. Bonne émission ce soir. Excellente soirée à notre antenne. Nous, on se retrouve demain, 17h. Bye-bye.